Monsieur Robert, on a partagé ensemble, on a regardé les questions des uns et des autres, on a essayé de faire des regroupements pour essayer d'y répondre à un maximum d'entre elles. Euh, il y avait une question qui tournait sur est-ce que les banquets étaient organisés que par des gens de l'opposition par rapport au pouvoir? Alors la réponse est non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la pratique du banquet est quelque chose de généralisé dans la société du 19e siècle. Qu'en fait, tout groupe se réunit au moins une fois par an pour manger ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelait les sociétés de secours mutuels, qui étaient des associations volontaires de gens qui essayaient de se prémunir contre les aléas de l'existence, en particulier contre la maladie. Donc, tous les ans, ils se réunissaient dans une sorte de banquet. Et puis, ils mangeaient ensemble et ils buvaient ensemble. Les compagnonnages, pareil, sauf que les compagnonnages, ils faisaient ça carrément 4 fois par an dans la plupart des cas. Les élèves d'un lycée, pareil, la Saint-Charlemagne, etc., etc. En fait, tout le monde dans la société du 19e siècle mangeait ensemble régulièrement. Alors, tout le monde, mais en général, pas les femmes. Ça, on y reviendra juste après. Dernière chose, des banquets qui étaient au contraire des banquets de soutien au pouvoir, ça existait. Par exemple, quand Guizot, le Premier ministre très conservateur de Louis-Philippe, se rendait dans sa circonscription, c'est-à-dire en Normandie, les électeurs qu'il avait élus, qui n'étaient pas très nombreux, mais qui étaient des gens riches et influents, lui offraient un banquet. Et il profitait de l'occasion pour faire un grand discours, et qui était ensuite reproduit dans tous les journaux et considéré comme un événement politique. Bon. Donc, en fait, il n'y a pas que des banquets d'opposition. Il y a sauf que l'opposition, donc le pouvoir a d'autres moyens de s'adresser à la population. Et l'opposition, elle, a moins de moyens, ce qui fait que les banquets, on a l'impression qu'ils sont principalement d'opposition. Mais c'est pas tout à fait exact. En fait, il y avait aussi des banquets gouvernementaux. Bon. C'était quand les électeurs d'une circonscription voulaient rendre hommage à leurs députés qui étaient en même temps ministres ou à leurs députés qui votaient bien toutes les lois conservatrices dont ils avaient envie. Donc, il y avait effectivement des banquets d'opposition. Bon. Deuxième chose, la participation des femmes. Alors ça, c'est un thème explosif parce que, en fait, il est clair pour la plupart des gens au XIXe siècle, avant 1848, que les femmes n'ont rien à faire dans un banquet. Une femme qui participe à un banquet en fait, les seules femmes qu'on voit participer à des banquets sont des femmes qui sont perdues de réputation, c'est-à-dire des comédiennes, souvent des actrices, des danseuses, etc., des chanteuses, etc., etc., qui sont toujours à l'époque considérées comme de très mauvaise moralité. Ce qui fait que dès que vous avez des femmes dans un banquet, tout le monde soupçonne quelque chose de louche. Bon. Les seuls à vouloir qu'il y ait des femmes dans un banquet, enfin, plutôt, il y a deux choses. La première, alors, si les femmes ne sont pas au banquet, exactement, elles peuvent être en tribune. Ça, c'est une solution à la Lamartine. C'est-à-dire, des femmes sont en tribune parce que ça montre que la bonne société, en fait, y compris les femmes, s'intéresse à ce qui va être dit. Les femmes peuvent éventuellement donc passer dans la salle du banquet pour quêter pour les pauvres, parce qu'il n'y a pas de banquet sans une quête pour les pauvres. Parce que quand on est riche et qu'on a de l'argent et qu'on a bien mangé et bien bu, il ne faut pas oublier les pauvres quand même. Bon, ça c'est l'esprit de l'époque, on va dire. Bon. Alors les seuls qui veulent qu'il y ait des femmes dans les banquets, ce sont les socialistes. Mais c'est bien la preuve que le socialisme, c'est la mort de la famille et de la propriété. Et en fait, les premiers à avoir admis les femmes au banquet, ce sont les socialistes de 1848
Et même horreur, dans quelques cas, il donnait même la parole à des femmes qui pouvaient développer les thèmes qui leur tenaient à cœur. En fait, il y avait très peu de femmes qui étaient assez, comment dire, qui étaient capables de prendre la parole parce que les femmes avaient encore moins que les hommes l'habitude de la parole publique. Et donc, en fait, il y a 3 ou 4 femmes qui ont pris la parole dans des banquets en 1848, la plus célèbre étant une personnalité extraordinaire qui s'appelle Jeanne de Rouen et qui était une militante exceptionnelle, on va dire, une animatrice de coopérative et une militante féministe. C'est c'est aussi une des premières à avoir été candidate à une élection alors qu'elle n'avait pas le droit de s'y présenter, etc., etc. Voilà. Du coup, il faudra qu'on fasse un portrait sur cette madame. Justement, vous me lancez sur les questions qui est une des questions qui est posée aussi dans le formulaire, enfin pas dans le formulaire, dans la grille, excusez-moi. Justement, la question de qui pouvait prendre la parole. Est-ce qu'il fallait s'inscrire en amont pour prendre la parole? Oui, il valait mieux. Parce qu'en fait, dans les premiers temps où il y a eu des banquets d'opposition, sous la Restauration, c'est-à-dire à l'époque de Louis XVIII et de Charles X, il y a eu, et au tout début du règne de Louis-Philippe, il y a eu quelques cas où ça n'avait pas été correctement préparé et où ça a failli très, très, très mal tourner. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du banquet, c'est que quand il y a un incident, tout le monde le voit. Ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Hein. Et qu'il peut être exploité par les adversaires immédiatement. Et donc, en fait, très concrètement, normalement, les organisateurs sélectionnaient ceux qui allaient porter un toast. Et ils discutaient quelquefois même du contenu du toast, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vague, d'une certaine manière. Donc tout le monde ne pouvait pas prendre la parole, mais les gens avaient le droit quand même d'applaudir, et même dans quelques cas de siffler ou de huer, mais il valait mieux pas trop, on va dire. Et du coup, c'était une question aussi, il y avait une sorte de présidence des banquets? Il y a un président, oui. C'est un rôle honorifique, mais en général, dans les banquets démocratiques, il est soumis à la validation de l'Assemblée, en gros. Et très souvent, c'est un poste honorifique. Hein. Le président est rarement, il va porter juste un premier toast, mais il ne développe généralement pas, et c'est une sorte de présidence d'honneur, si vous voulez. C'est-à-dire ça, il donne la parole aux uns et aux autres, mais il n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Ce qui compte, c'est le groupe organisateur, et donc, en fait, ce qu'on appelle à l'époque les commissaires du banquet. Et du coup, c'était quoi leur rôle au commissaire de banquet? De toute l'organisation matérielle, déjà. Et ensuite, aider les gens à se placer, par exemple, s'assurer que tout le monde aurait bien, par exemple, les textes que tout le monde aurait bien, par exemple, le texte des toasts, enfin des choses comme ça. Il y a distribution aussi d'imprimés à cette époque-là, souvent, en même temps. Donc, il y a un certain nombre de choses. C'est un travail matériel, mais c'est important, quoi. En fait, ce que j'avais pas percuté, mais les toasts étaient écrits en amont? Oui. C'était pas de l'improvisation? Ah non, surtout pas. Si on le fait, on prend des risques énormes. J'aurais pas pu faire de banquier alors à l'époque. Comment? J'aurais pas pu faire de banquier à l'époque. J'aurais été grillé. Non, mais en même temps, il faut voir que symboliquement, les gens de l'époque étaient capables de faire des choses extrêmement graves. Hein. Il y a un banquier célèbre en 1831 où un jeune révolutionnaire passablement exalté a porté un toast à Louis-Philippe, sauf que d'une main, il avait, ce qui était, alors qu'on y était dans un banquet d'opposants et même de révolutionnaires, sauf que d'une main, il avait son verre de champagne et dans l'autre main, il avait un couteau poignard ouvert. Ce qui, là, on est dans quelque chose qui est extrêmement grave parce qu'en fait, c'est un appel au régicide. Et le régicide est le pire crime qui soit envisageable. Pour tout le monde, hein. Même les républicains, ils sont pas très à l'aise avec ça, avec cette idée.
Donc, il fallait écrire son toast, le communiquer au commissaire, et le Oui. jour J, le dire dans l'exacte lignée de ce qui était marqué, pas de… Non, c'est-à-dire que ça se discutait, hein. Ça se discutait, je pense. Et je pense, mais ça, j'ai pas j'ai pas de choses très précises là-dessus. Je pense que, par contre, le contenu du discours était plus libre. Le toast lui-même, non. Et il était vraiment discuté, mais ce que les gens allaient dire après était sans doute un peu plus libre. Bon, et puis il faut voir aussi qu'une partie de ceux qui parlaient n'étaient pas de très bons orateurs, donc c'était pas forcément très, très bien dit, ni très. Bon, c'était assez. J'en profite pour passer à une autre question qui avait été envisagée, qui était le rôle des les simples citoyens. Bon, je rappelle simplement que donc en gros, vous avez à cette époque-là, il y a peut-être, bon, allez, à la louche, un tiers d'illettrés parmi les hommes adultes, en gros. Donc les plus pauvres. Ces illettrés, en 1848, seront appelés à voter, ce qui est d'ailleurs un gros problème pour une jeune république, on va dire. Bon. Mais quoi qu'il soit, ils sont appelés à voter. Sauf que dans les banquets, il n'y en a probablement pas beaucoup d'illettrés, parce que la majorité des illettrés, comme la majorité des Français d'ailleurs, sont en fait des ruraux, des habitants des campagnes. Et que dans les campagnes, il n'y a pas beaucoup de banquets ou très peu de banquets. Donc, en fait, on peut penser que la plupart des participants au banquet étaient des gens qui étaient des citoyens, conscients et organisés, lecteurs de journaux et aspirant à participer à la vie politique. Ce qui ne signifie pas que tous les illettrés s'en désintéressaient, mais en général, ils s'y intéressaient sous des formes plus concrètes, plus matérielles. C'était plus la défense de leurs droits concrets que la volonté de participer aux élections qui, avant 1848, pour beaucoup d'entre eux, était quelque chose d'un peu abstrait. Par contre, les ouvriers, qu'on voit dans un certain nombre de banquets, illettrés ou pas, voulaient largement participer à la vie politique. Ils pensaient qu'ils avaient quelque chose à dire et des intérêts à défendre. Alors, du coup, pour enchaîner, vous avez fait soit rêver, soit un peu peur aux collègues qui sont en organisation de banquet en parlant d'un banquet avec 6000 personnes. Donc, j'ai vu quelques collègues défaillir en se disant, oh là là, comment ça se gère? Notamment, une question très très bête, qui cuisine pour 6000 personnes et comment ça se passe? Parce que ça fait quand même un petit peu de repas, Bon. surtout à l'époque. Et puis, au-delà de ça, une dimension aussi qui était dans les questions et qui nous ressemble bien aussi dans ce qu'on propose dans les banquets citoyens, c'est au-delà des discours, des toasts et de l'importance historique, c'est le côté festif de ces rendez-vous-là. Est-ce qu'il y avait une dimension un peu conviviale, festive? Je suis Baudor qu'après beaucoup de verres de vin et de champagne, il y avait une dimension festive, mais peut-être au démarrage, avant qu'il soit complètement… Alors, deux choses donc. Avant la dimension festive, vous m'avez Sur demandé. comment on fait à manger pour 6000 Oui, bon. personnes à Ah ben, l'époque, on ne en fait fait. pas. On fait On pas. fait pas à manger pour 6000 personnes. Ou plutôt, si. En fait, pour 6000 personnes, c'est euh, dindon ou veau froid, et puis fromage dessert, quoi, en gros. Bon, ou fromage et fruits. Et, pas grand... et puis, par contre, il faut qu'il y ait du rouge, ça, c'est important. Bon. Mais on ne cuisine pas, en fait. Alors, c'est pour ça. Bon, ça, c'est une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit. Ça n'empêche pas qu'il y ait une dimension festive. Mais cette dimension festive, plus il y a de monde, moins elle est évidente. Parce qu'en fait, quand vous avez un banquet à 150 personnes, qui ont généralement un peu plus les moyens, ça peut être pas mauvais ce qu'on mange. Et dans ce cas-là, on peut avoir, quand c'est des banquets un peu de notables, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir, enfin, en gros, une ambiance de fête. Bon. Quand c'est beaucoup plus de monde, l'ambiance de fête, un peu moins. Ça devient, plus il y a de monde, plus c'est militant, d'une certaine manière. Plus ça commence à s'apparenter à une manifestation. Donc, moins c'est festif. Bon, on va dire. Hein. En gros, c'est comme ça que ça marche. Alors, ceci dit, pour aller
au-delà de la période et pour répondre à des questions qui ont été envisagées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après 1848, après la Seconde République. Bon, sous le Second Empire, c'est très simple, il ne se passe rien parce que le Second Empire est un régime policier qui emprisonne les opposants et qui, en fait, a tout à fait les moyens de dissuader les gens qui en auraient envie de se réunir dans un banquet. Ce qui fait que sous le Second Empire, il n'y a pas de banquet. Par contre, quand le Second Empire commence à se libéraliser un peu, à relâcher un peu la pression, ils ont compris une chose très importante, c'est qu'ils n'ont pas oublié que la Révolution était sortie d'un banquet. Et donc, ils se sont dit, on va permettre les réunions publiques. Et la première loi qui permette les réunions publiques est une loi qui restreint beaucoup la liberté de réunion publique, mais elle l'accorde quand même. Parce que c'est beaucoup plus facile d'interdire une réunion que d'interdire un banquet. Interdire une réunion, c'est une mesure administrative. Interdire un banquet, c'est émotionnellement beaucoup plus fort. Et c'est en quelle année, excusez-moi, pour 1868. D'accord, merci. 1868. Oui, ça, il faut toujours me rappeler de dater les choses. En revanche, sous la Troisième République, qui est un régime de liberté, même après la Commune, les banquets sont tout à fait autorisés, et les réunions publiques aussi. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de banquets et énormément de réunions publiques, et que un des grands symboles de la République, c'est le banquet des maires. En fait, par deux fois, le président de la République, en 1889 pour le centenaire de la Révolution, et en 1900 pour l'exposition universelle de 1900, donc, le président de la République a invité à Paris les maires de France. La première fois, il y en a quelque chose comme 6000 qui sont venus, ce qui était déjà un beau succès. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 45 000 maires en France. Et la deuxième fois, c'est encore mieux, puisqu'il y a 23 000 maires qui sont venus à Paris. Et là, la République a mis les petits plats dans les grands, c'est-à-dire que ces 23 000 personnes ont eu droit à un vrai repas gastronomique. Alors là, donc, en fait, là, c'était les merveilles de la technique moderne, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des cuisines roulantes. Bon, les tentes avaient été dressées dans le jardin des Tuileries. Il y avait quelque chose comme 7 kilomètres de tables, des dizaines de milliers d'assiettes et de verres, etc., etc. Bon. Les cuisines roulantes, pour que les plats soient chauds. Ça venait des stocks de l'armée, les cuisines roulantes, c'était une modernité. C'était tellement grand qu'en fait, il y avait là aussi la modernité absolue, c'est-à-dire que les consignes étaient transmises d'une cuisine à une autre par des gens qui circulaient à bicyclette et par téléphone. Là aussi, c'était la grande modernité. Mais on ne pouvait pas, avant 1900, en fait, organiser des choses aussi gigantesques et que les gens mangent bien. Ce qui fait que cette espèce de gigantesque repas de 1900 est en fait une sorte d'apothéose de la République. C'est une autre façon, et là c'était festif. Bon, le président de la République et le gouvernement avaient pris des précautions quand même et ils avaient décidé qu'on limitait tout ça à 1h30. Parce que sinon, ça aurait, enfin, les possibilités que ça dérape, que les gens aient trop bu, etc., devenaient quand même importantes. Et puis après, on leur offrait une visite gratuite de l'exposition universelle, donc ils pouvaient aller se promener et éventuellement bien passer la journée. Mais ça, du coup, il ne portait pas de toast à 23 000 quand même. Le président non, non. Mais par contre, le président de la République a fait un bref discours, autant que je me souvienne. Mais bon, là, je ne sais pas comment il a été retransmis. J'ai rien lu là-dessus récemment. Mais bon, en fait, il y a eu un petit discours. On a obtenu le silence. Tout le monde n'a pas entendu, mais ce n'était pas grave. Et peut-être une dernière question, une avant-dernière question entre donc 1900 et là aujourd'hui on est en 2022. Est-ce qu'il y a eu encore des banquets ou c'était le dernier des banquets Non, bon. Ou ça continue finalement et... En fait, ça continue de façon subreptice, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a toujours. Et vous n'êtes pas tout à fait les premiers à organiser des banquets citoyens, vous le savez aussi. Hein. C'est-à-dire il y a eu des choses comme ça il y a une dizaine d'années, etc. Bon, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette c'est quelque chose qui est
c'est un peu dépolitisé, mais pas complètement, je veux dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui continue de faire partie de la vie politique. Alors, comment dire, c'est un peu compliqué parce que ça pose des tas de problèmes et que certains banquiers ou certains sont à l'américaine. C'est-à-dire qu'on peut faire un banquier à l'américaine, c'est un des moyens par lesquels les candidats aux élections présidentielles, notamment américaines, s'assurent un financement. C'est-à-dire, ils organisent un banquet et puis ils mettent le ticket d'entrée, mettons, à $10 000. Et Vous donc, il y nous a des donnez gens. des idées, là, pour le coup. Là, il y a des gens. Mais là, c'est carrément. C'est assumé, hein, je veux dire. C'est une façon de récupérer des fonds. Bon. Autant vous dire que ce n'est pas une pratique spécialement démocratique dans ce cas-là. Bon. Donc, ça existe, ça aussi. Il y a aussi des banquets très fermés. Vous savez, bon, certains groupes de. Enfin, certaines. Enfin, comment dire? Il y a des groupes, des groupes groupes dirigeants d'intérêt, des choses comme oui, ça. des groupes d'intérêt, ou des personnalités qui se sont cooptées, qui se réunissent régulièrement pour manger ensemble, etc. Toutes ces choses-là continuent d'exister. Par contre, c'est vrai que la pratique démocratique du banquet, qui faisait partie encore des 14 juillet sous la Troisième République et sans doute au début de la Quatrième, et sans doute sous la Quatrième, a quand même nettement reculé, je pense. Et c'est peut-être dommage. Il y avait une question de... Excuse-moi, Benjamin. Il y avait juste une question de Georges que je relais là. Qui a organisé des banquets citoyens il y a 10 ans? Vous parliez de ça. J'arrive. Bon, si ça vous revient, en tout cas... Non, mais c'est... Comment ça s'appelait? Bah, si, c'était des choses du genre repas des voisins ou des choses comme ça, vous voyez pas? D'accord. Il y a une dizaine d'années, il y avait... Bon, parce que quand mon bouquin était paru, il y avait eu un... Ça tombait à peu près à ce moment-là, il y avait des gens qui s'y étaient... bon, qui y avaient fait un peu allusion, enfin bon, c'est-à-dire... c'est pas... Bon, ça n'était pas un réseau, je pense, mais... l'aspiration à manger ensemble, ça reste quelque chose d'assez fort, je pense. Parce que c'est vraiment, bon, enfin pour moi, ça reste une belle mise en œuvre de la fraternité, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière. Quand les gens mangent ensemble, il se passe quelque chose. Bon. C'est un peu plus qu'une réunion quand même. C'est-à-dire la réunion, ça présente public, ça présente un intérêt, mais le repas commun, il y a une symbolique qui reste très forte. Bon, parce qu'il y a tout ce que je vous ai dit sur le côté citoyen, mais il y a aussi une symbolique religieuse chrétienne. Hein. C'est-à-dire tous les gens dont je vous ai parlé étaient, on va dire, modérément catholiques, généralement, au XIXe siècle. Mais ils étaient conscients que, quelque part, ils faisaient, quand ils mangeaient ensemble, c'était un peu, ils le disent de temps en temps, une communion. Donc, il y a cette dimension-là qui est toujours présente en filigrane, si vous voulez. Et je pense qu'il faut en être conscient. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut être vraiment, à mon avis, extrêmement attentif aux détails et à l'organisation des banquets citoyens. Parce qu'il faut vraiment être... Bon, je pense qu'il faut beaucoup de travail en amont pour essayer d'envisager toutes les erreurs à ne pas faire, on va dire. C'est-à-dire, vous savez bien que la nourriture peut être un moyen d'exclure, hein. C'est-à-dire l'extrême droite qui donne des soupes aux cochons, etc., etc. Bon, on peut se servir de la nourriture comme d'un moyen d'exclusion. Donc, il faut le savoir. Et
si l'objectif c'est de réunir les gens, ben, il faut s'arranger pour que ça se passe au mieux, en ayant réfléchi à peu près à tout. Voilà. Y compris même probablement aussi, parce que ça c'est un des aspects importants, mais c'est difficile c'est-à-dire y compris à qui est-ce qu'on met à côté de qui, et comment on organise les tables, et des choses comme ça. Tout ça, ça a une vraie importance. Bon, après, voilà, concrètement, j'en parle. Bon, je sais que c'est des aspects concrets auxquels il faut songer. J'ai pas aucune pratique d'organisateur de banquet. Donc, c'est à vous de faire. Hein, je veux dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est un peu, moi, ce à quoi ces choses-là me font penser, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Robert. On est arrivé au bout, il est 19h30 et je ne voudrais pas prolonger trop aussi pour les collègues voilà, qui ont des grosses journées. Un grand merci pour tous vos apports, vos éclaircissements, votre disponibilité, vos anecdotes aussi. Enfin, voilà, c'était pas un cours d'histoire, c'était un moment vraiment un vrai moment de pas de côté, voilà, qui nous permet de nous inspirer de toute cette période et de tenir compte de tous vos conseils. Alors, on fera gaffe sur les menus, on fera gaffe sur les plans de table et on fera gaffe à tout plein d'autres choses. J'ai pas suivi, Leslie, si on avait eu des toasts sur le côté. J'ai pas cru trop voir. Donc, en fait, s'il n'y en a pas eu, c'est toi qui vas faire le toast final. Mais si, tu vois, là, Estelle, justement, Ah, avant de nous quitter, donc écrit je lève mon verre à tous et à toutes celles et ceux qui, dans le monde, se lèvent et se révoltent pour avoir le droit de s'exprimer, de faire leur choix en toute conscience, pour avoir le droit de vivre librement et en paix. Et je trouve qu'il est très bien, son toast. Bravo, Estelle. merci Estelle. Je crois qu'on s'en arrêtera Oui. là. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Robert, encore pour cette soirée. Non, mais... Et on renouvelle en fait notre invitation à venir vivre des banquets parce que vous avez beaucoup écrit Exactement. dessus. Vous en avez beaucoup étudié sur le papier, mais il y en a des vrais qui arrivent. Alors, Je sais. ils seront peut-être pas tout pareils, Ben, mais en tout cas, vous êtes cordialement invités et ce sera avec un grand plaisir. Et encore merci pour cette soirée. ben, merci à vous parce que bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir faire partager les choses qu'on a fini par trouver, quoi, je veux dire. Mm. Et puis, bon, ça a été très agréable de discuter avec vous. En fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Et à à toutes et Soirée. tous, hein, vous aussi. aussi.